Binge Audio présente. Le numérique, pour beaucoup d'entre nous l'utilisons au quotidien. On utilise le langage écrit numérique pour chercher une information sur Google, pour déclarer nos impôts, laisser des avis sur des restaurants, écrire des textos à nos amis et aussi pour traduire en ligne des textes d'une langue vers une autre. On utilise aussi l'oral numérique pour laisser des messages vocaux, pour communiquer avec des serveurs vocaux, pour donner des requêtes à des enceintes connectées ou pour écouter des podcasts, merci, ou encore pour utiliser un GPS pour faire lire un texte par une voix de synthèse. Ces machines, qui nous servent à communiquer à l'écrit ou à l'oral, sont de plus en plus présentes et importantes dans nos vies. On l'a bien vu pendant le confinement. On peut se demander si c'est inévitable ou évitable, si c'est un progrès ou si c'est effrayant, mais nous, dans notre perspective linguistique, on va surtout se demander comment ça marche. On désigne souvent ces machines comme des machines intelligentes, des machines qui peuvent écrire, qui peuvent parler. Mais c'est quoi exactement le langage, le dialogue numérique ? Les machines peuvent-elles vraiment parler ? Je suis Laëlia Véron, maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Et pour répondre à cette question, nous recevons, ma partenaire Maria Candéa et moi-même, deux linguistes, Martina Dadeker et Yosra Gliss. Martina Dadeker est directrice de recherche au CNRS, linguiste et informaticienne. Elle a particulièrement travaillé sur le traitement automatique du langage, en reconnaissance automatique de la parole et linguistique de corpus. Je lui ai demandé si on pouvait dire qu'elle apprenait à parler aux machines. J'apprends pas vraiment à parler aux machines parce que ça, c'est plutôt de la synthèse. Mais dans mon travail, je me suis plutôt intéressée à faire, entre guillemets, comprendre par la machine ce que nous disons. Mais il faut faire très attention parce que dès qu'on sait transcrire ce qu'on dit, on ne comprend pas forcément. Donc je pense qu'on va développer ça plus. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire que la machine comprenne ? Yosra Gliss est linguiste et bientôt maîtresse de conférences à l'Université de Picardie et spécialiste d'analyse des discours numériques. Je lui ai demandé si on pouvait dire qu'elle analysait la manière dont les humains se parlaient à travers les machines. Alors, les humains parlent, mais c'est aussi les machines, on est guidé par elles, et donc je pense que oui, on parle avec les machines, mais les machines, c'est pas uniquement un outil, donc je pense qu'elles co-construisent avec nous l'activité langagière. Donc à travers et avec ou avec l'influence des machines, on en rediscutera. Et enfin, Maria Candéa, vous la connaissez bien, elle est sociolinguiste à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et elle a travaillé en collaboration avec Martina Dadeker en linguistique de corpus sur des grandes bases de données orales. Je confirme, en fait, je connais Martina Ada me connaît depuis très longtemps parce qu'elle était dans mon jury de thèse, donc mettons les choses dans l'ordre. Et effectivement, à un moment donné, j'étais en délégation dans le laboratoire, le LIMSI, qui travaille sur ces technologies vocales et j'ai moi-même, en collaboration donc avec des chercheuses du LIMSI, donc notamment avec Martine Ada et Laurie Lamel, travaillé sur des grandes bases de données, des centaines d'heures qui étaient transcrites pour chercher des tout petits phénomènes microscopiques phonétiques. Parler comme jamais sur le numérique, volet 1. Les machines peuvent-elles parler ? C'est maintenant. Les machines peuvent-elles parler ? En tout cas, on peut parler à une machine. Et on peut même demander à la machine de retranscrire à l'écrit notre parole. C'est le principe de reconnaissance automatique de la parole. On peut introduire des enregistrements très longs et attendre que la machine nous donne la transcription, ou bien on peut dicter par petits bouts des mots à la machine et attendre qu'elle les transcrive presque en direct, comme une dictée. La reconnaissance automatique de la parole, je pense que les débuts, c'est dans les années 70. Et en fait, on parlait peut-être pas forcément de reconnaissance de la parole, mais tout de suite de compréhension et de dialogue. On avait des grandes ambitions. Et il y a eu des projets financés aux États-Unis pour faire des systèmes de dialogue oral, donc dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on s'est quand même assez rapidement rendu compte que c'était un problème très complexe. Il fallait découpler. Donc on allait déjà prendre la parole pour faire une image graphique, c'est-à-dire une transcription. Une fois qu'on a la transcription,
ou avec des textes en parallèle, on peut travailler sur les problèmes de compréhension. 11. Could you please repeat that? 11. Whose idea was this? You need to try an American accent. 11. That sounds Irish, no American. What, doesn't it? 11. Where in America is that? Dublin? I'm sorry. Could you please repeat that? Try an English accent, right? 11. On a entendu l'extrait d'un sketch où deux hommes sont coincés dans un ascenseur et le système de reconnaissance vocale ne reconnaît pas leur prononciation irlandaise. Bon, l'exemple n'est pas très réaliste, mais il y a quelque chose de vrai dans le sketch. Il peut y avoir des problèmes de compréhension et le système de reconnaissance vocale fait des erreurs. Martine Ada-Decker en analyse beaucoup. Prenons des exemples attestés. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, qui est devenu, dans une retranscription, minimiser l'intérieur. Vous en pensez ce que vous voulez. Ou un autre exemple, Pâques, c'est le chocolat à Thiers, la ville de Thiers, qui est devenu, dans une retranscription, Paxé, le chocolatier. On est revenu avec Martine Ada-Decker sur les raisons de ces erreurs, ce que les erreurs de transcription nous disent du fonctionnement des machines, mais aussi de notre pratique du langage. Là, je vais dire quelque chose qui différencie beaucoup l'oral par rapport à l'écrit. L'écrit, c'est des mots qui sont clairement séparés. Alors que l'oral, il n'y a pas de séparation. Et du coup, ça, c'est tout de suite une complexification terrible de comment retrouver le contenu. Et aussi la standardisation. Quand on prend un texte tapé au clavier, bon, on a des fontes différentes, mais quand même, ça se ressent beaucoup. Alors qu'à l'oral, chacun a une voix différente, des distances au micro, des bruits d'environnement. Et du coup, le signal est très compliqué. Si on prend par exemple des enregistrements des journaux télévisés ou autres, où vraiment tout est bien cadré, la prise de son et des locuteurs professionnels, là, je dirais que les taux d'erreur, ils sont en dessous de 5%. Parce que les erreurs qu'on peut avoir, c'est parce qu'il y a des noms propres nouveaux qui arrivent, ou vraiment une erreur de prononciation, ou des petites erreurs qui restent sont des accords en genre et en nombre qui sont homophones, c'est-à-dire à l'oreille, ça se distingue pas. Si je dis table au singulier ou au pluriel, ce sera toujours table. Donc on peut avoir, et c'est pas grave donc pour la compréhension. Par contre, si on a beaucoup de bruit d'environnement, s'il y a de la parole superposée, s'il y a quelqu'un qui a un accent étranger, là les taux d'erreur ils peuvent s'envoler. Ça peut être 20%, 40%, au-delà de 100%. Ça dépend vraiment des conditions après. Et il y a un autre facteur qui est important, c'est la langue elle-même. Donc, ces systèmes marchent très bien pour l'anglais, le français, l'espagnol, des langues majoritaires. Mais il y a beaucoup de langues orales pour lesquelles ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas assez de connaissances et de ressources sur ces langues pour développer la même technologie. En fait, pour modéliser la prononciation, il faut donner à la machine une représentation de la prononciation de tous les mots. Or, quand on s'imagine les mots isolés, dans les dictionnaires, on voit des transcriptions phonétiques, mais de mots isolés. Mais quand on les écoute en parole normale, comme nous on parle, c'est pas du tout prononcé comme déjà ça. Les liaisons. Voilà, les liaisons qui posent aussi le problème de la segmentation des mots oral-écrit. On a fait un épisode de Parler comme jamais sur les liaisons. Effectivement, on va avoir certains mots qui vont être, quand ils sont isolés, ils vont pas être prononcés pareil que dans une phrase, à cause de l'intonation de la phrase, à cause des liaisons. Tu peux peut-être continuer. Et puis les syllabes qui ne sont tout simplement pas prononcées et que le cerveau humain rétablit. Est-ce qu'on peut écouter les 4 premiers extraits de Jean-Louis Debray, quelqu'un qui est très connu, qui parle bien, qui a l'habitude, c'est une personnalité politique, qui a l'habitude de parler à la radio, et voilà comment il prononce. Des dernières réformes constitutionnelles, c'est-à-dire que des dernières réformes constitutionnelles, c'est-à-dire que sur la réforme constitutionnelle, En fait, ce que tu veux nous faire entendre ici, c'est qu'il mange constitutionnel, mais que notre cerveau le rétablit. Complètement. Et donc, on comprend très bien, alors que si c'était retranscrit par une machine, eh bien, il y aurait cette syllabe qui manquait. Est-ce que j'ai bien compris ton exercice? Tout à fait, la machine fait il dit constitutionnel et il dit dire, c'est-à-dire, il dit c'est-à-dire, on peut dire c'est-à-dire, on peut dire c'est-à-dire, c'est-à-dire.
Et on se comprend dans l'interaction. Et on se comprend parfaitement. D'ailleurs, je dis on se comprend. On peut même dire exactement. zir. J'avais un exemple où il disait zir. C'est-à-dire, c'était zir. Président. Et en fait, Président. Ça illustre tout à fait ce qu'on fait avec la langue tout le temps quand on la fait vivre pour communiquer. Si on n'a pas besoin de tout, on cherche des raccourcis. Et je pense que c'est intéressant aussi quand on s'intéresse aux réseaux sociaux. Les gens, ils cherchent des raccourcis tout le temps. Donc, et là, c'est très visible. Donc, on n'a pas besoin de faire une bataille de chapelle pour savoir s'il y a des raccourcis à l'oral. Parce qu'à l'oral, souvent, moi, comme je viens du domaine du traitement automatique, je travaillais sur la parole pas du tout contrôlée, filtrée, et je trouvais beaucoup de ce qu'on appelle des variantes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas les prononciations théoriquement prévues ou les prononciations normatives, mais des choses très raccourcis en fait. Et quand je discutais avec des spécialistes plus de phonétique, ils me disent « Oh bah c'est une erreur ». C'est une erreur. Donc on en était beaucoup de gens n'étaient pas très conscients de ce phénomène. Et je me rappelle d'une émission de l'heure de vérité avec quelqu'un qui s'est fait interroger, et la dame disait « Je crois que c'est quelque chose ». Donc, pour dire, je crois que c'est quelque chose. Donc, je crois que c'est quelque chose en 3 syllabes. Le quelque, c'est juste K dans la session. Ça, c'est un classique, on ne s'entend pas parler. Hein, donc, du coup, ça apporte beaucoup, pour revenir. C'est ça que la linguistique de corpus apporte, en fait, à nos connaissances. C'est que, du coup, pour imaginer et modéliser comment peut être prononcé chaque mot, en gros, on a, je ne sais pas combien de variantes pour chaque mot. Et après, la machine doit découper là-dedans et se débrouiller pour savoir quel a été le mot qui a été prononcé. Quand la machine retranscrit notre oral en écrit, on a l'impression qu'elle comprend notre langage. On parle de reconnaissance vocale, et ce mot « reconnaître », ça donne l'illusion d'une compréhension. Mais reconnaître, c'est le mot technique pour dire identifier les mots dans un fichier audio et les transcrire. On parle aussi de reconnaître la langue quand il s'agit d'identifier de quelle langue il s'agit dans un enregistrement. Or, dès qu'on parle comme un humain et non pas comme une machine, la machine peut avoir du mal à identifier les mots réduits et enchaînés les uns aux autres. Martine Adadecker nous a donné un exemple caractéristique de notre manière de parler en français qui perturbe la machine, la prononciation du schwa. Le schwa, c'est une voyelle instable, retranscrite en français par un E qu'on peut prononcer ou non. Par exemple, on peut dire fenêtre ou fenêtre, pas de chance ou pas de chance. Les schwas sautent souvent à la fin des petits mots comme de, le, ce qui est bien montré par l'emploi de l'apostrophe à l'écrit, ce type ou ce type. Cette non-prononciation du schwa perturbe souvent les machines parce que les syllabes se forment autrement et que cela multiplie les possibilités de segmentation, augmente les ambiguïtés. C'est le cas de l'exemple suivant. Le segment oral « s'aggrave et peut le tuer » a été retranscrit par la machine « s'aggraver, Paul, tuer ». Si on résume, en reconnaissance vocale, on programme des machines pour faire correspondre des chaînes de sons qui se suivent avec des chaînes de mots écrits en se basant sur des modèles acoustiques, des listes de mots de glossaire énormes et des calculs de probabilité. La machine applique des règles. Lorsque ces règles aboutissent à des erreurs, cela nous renseigne sur ce qu'on peut encore améliorer dans le fonctionnement de la machine, mais surtout sur notre manière humaine de parler. Le peut le tuer, c'est... Là, ça le devient... schwa, il est sur le le. Donc, le peut le tuer. Voilà. Après le O, souvent le O, il est confondu avec le E. Il y a le fromage, le reblochon. On peut dire le reblochon ou le reblochon. Ou il y a un autre exemple fréquent qu'on cite chez les phonéticiens linguistes, c'est joli le Maroc ou c'est joli le Maroc avec le... Suivant les contextes, le O peut devenir plutôt un E. Et la distinction au niveau signal acoustique entre ces deux voyelles est vraiment, c'est très faible. C'est vraiment des réalisations qui se chevauchent, c'est-à-dire on a souvent des confusions entre ces deux sons. Et donc la machine, elle a bien appris les deux voyelles différentes, O ouvert et E
instable, mais les patrons acoustiques qui correspondent sont très similaires. Et moi, pour expliquer la parole, les sons, j'utilise les couleurs. Parce qu'on peut dire on a du rouge et le rose, c'est pas la même chose. Mais suivant les contextes, un rose peut paraître rouge ou un rouge peut paraître rose. Et ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'éclairage. On peut beaucoup penser la parole comme les couleurs, les jeux de couleurs, les mélanges de couleurs. Donc, je trouve que ça marche bien. Et en fait, comme on parle très vite, plus on parle vite, plus les couleurs se mélangent et plus on n'arrive pas à les distinguer. Ça devient un gris marron. C'est ça, tout se mélange. Et après, c'est le cerveau qui prend le lead. C'est le cerveau qui commande, qui veut entendre ce qu'il... Et ça, c'est aussi la beauté de la parole. Quand on a un texte, c'est quand même assez bien figé, sauf s'il y a du bruit, des problèmes d'osséarisation. Mais sinon, la parole, c'est assez flou et le cerveau peut l'interpréter un peu comme il veut. Et la machine n'a pas de cerveau. Et donc, elle ne peut pas l'interpréter comme elle veut. Elle a un patron qui est justement beaucoup plus fixe. C'est ça aussi la différence. Mais tu dis elle n'a pas de cerveau, mais elle a énormément de mémoire. Et ça, c'est terrible. Beaucoup plus que nous. Nous, on fait beaucoup plus du flou, alors que la machine, à la limite, elle peut stocker tout en mémoire et aller jusqu'au dernier détail. Mais elle n'en fait pas un vrai sens. Enfin, un vrai sens, après ça se discute aussi, le vrai sens. Et est-ce que ça pourra s'améliorer ou est-ce qu'on aura toujours ce genre de problème de retranscription ? Est-ce que ce flou, puis s'il est caractéristique de notre manière de parler, il posera toujours des difficultés à la machine ? Ça posera un peu de problèmes, mais pas trop. Non, mais maintenant, les performances sont quand même... Si les conditions sont réunies, c'est-à-dire l'environnement est assez calme, la prise de son est bonne, et le locuteur parle un oral qui ne dévie pas trop de ce qu'on appelle, entre guillemets, un standard, ça marche très bien. Oui, mais ça marcherait pas pour une conversation. Oui, ça fait beaucoup de signes. Ça marcherait pour un oral effectivement assez formalisé, mais pour une conversation avec des chevauchements, par exemple. Ça posera... Enfin, j'espère que ça posera toujours des problèmes, parce que si ça pose plus de problèmes, ça veut dire qu'on est vraiment avec des capteurs partout et que tout ce qu'on fait est suivi à la trace. On a parlé du passage du langage humain oral au langage écrit de la machine par retranscription. Mais quelquefois, la machine parle à l'oral. C'est le principe de la synthèse vocale qui est utilisé par exemple pour les voix de la SNCF, les audiobooks automatiques, les phonétiseurs des malvoyants, les voix de synthèse des personnes qui n'ont plus de larynx, etc. En synthèse de la parole, la machine applique des règles phonétiques pour associer des chaînes de mots écrits à des suites de sons prononcés. C'est ça une machine qui parle, une suite de règles de prononciation appliquées à des mots écrits. Voici le train TER numéro 3903 à destination de Bourges va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Je résume juste le problème en fait de la synthèse, c'est de produire de la parole, mais sans un humain. Donc la source n'est pas humaine. Et quand on parle de synthèse numérique, c'est parce qu'on transforme des textes écrits avec des voix qui ne sont pas humaines, donc qui vont produire une voix. Est-ce que c'est comme ça que marche un GPS, par exemple ? C'est comme ça que marchent les GPS. Je dois peut-être dire quelque chose, parce que Maria, tu dis sans humain. À un moment donné, c'était vraiment complètement synthétique, robotique, une voix de robot, on appelait ça. Et on s'est rendu compte que ça, quand même, ça faisait pas une voix humaine. Et donc, comme pour la reconnaissance, pour la synthèse, pareil, on enregistre tout ce qu'on peut, et enfin pour la synthèse, on prend pas tout ce qu'on peut, on enregistre vraiment des gens, plutôt des professionnels de la voix, on fait des grands corpus, des grandes bases de données, et après la machine les utilise pour construire à partir du texte ce qu'on veut synthétiser. Donc c'est un message synthétisé, enfin peut-être que ça a changé, mais en tout cas pendant un certain temps c'était quand même avec des voix humaines, mais qu'on mettait ensemble sans que l'humain lui-même produise ce signe. C'est ce qu'on appelle la concaténation. Oui. La synthèse par concaténation. C'est-à-dire que ça prend des petits bouts qui ont été des petits bouts de syllabes. Et il faut que la machine dispose de toutes les syllabes du français prononcées dans plein de contextes. En fait, quand tu veux faire une phrase et tu l'as dans ta base de données, tu prends la phrase entière parce que c'est encore mieux.
C'est-tu-là. Et comme, oui, si on l'a. Mais maintenant, comme les machines, elles ont des capacités de mémoire énormes et ça va très vite. L'option maintenant, avec toutes ces technologies, avec la voix, c'est vraiment d'avoir le plus de données possible. Et ça, c'est le principe du GPS. Alors, C'est-à-dire que la voix concrètement, existe quelque part et les mots sont recombinés par la machine. Cette capacité des machines à avoir une voix leur donne une apparence humaine et les concepteurs jouent sur cette humanisation en donnant aux assistants intelligents des noms, Siri, Cortana. Le film Her, sorti en 2013, met en scène un homme qui tombe amoureux d'un système d'intelligence artificielle et ce système a une voix spécifique, une voix féminine, séduisante. C'est la voix de l'actrice Scarlett Johansson. On va écouter un extrait de la bande-annonce, puis Yos Raglis va nous en parler. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. Il me semble qu'il y a des travaux qui ont été publiés en 2018-2019 avec François Périès où il y avait l'article « Cortana est-elle humaine, une humaine comme une autre ?» où on interrogeait justement le genre de la voix de notre assistant vocal et de voir justement les préférences qu'on avait entre voix masculine, voix féminine. Et je trouvais que c'était très intéressant parce que effectivement avec ce film, on voyait que le personnage principal, à force de converser avec son assistante vocale, il tombe amoureux d'elle. Et donc, à partir de la voix, on a une espèce de... fantasme. Voilà, fantasme complètement imagé. Et donc là, on a vraiment un rapport mythonymique par rapport à l'autre. Donc, on a juste la voix et pouf, on s'est projeté dans une relation. Mais en tout cas, en synthèse, en recherche, bien sûr, les gens qui travaillent dessus, ils travaillent sur la qualité de la voix. Donc, il y a une voix soufflée, une voix modale, une voix creaky. Et elles sont plus ou moins séduisantes. Naturelles, même. Naturelles bon... Dans la question vous savez, du rapport malgré tout avec les machines, le fait qu'on passe à la voix, c'est quelque chose qui à des moments inquiète aussi beaucoup parce que c'est censé être un attribut humain. Et il y avait aussi même des machines qui jouent sur le corps avec Azuma, donc au Japon. Alors on avait présenté ça comme un hologramme, mais si j'ai bien compris, c'est une projection sur une plaque en verre d'une petite personne pour les célibataires au Japon qui envoie des textos toute la journée à son maître, celui qui est présenté comme son maître au travail pour lui dire qu'il lui manque et pour quand il revient l'accueillir, baisser les lumières, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va aller de plus en plus vers des formes qui jouent sur c'est même plus l'anthropomorphisme, c'est vraiment sur la recréation de la voix, du corps. Et puisqu'on entend ce qu'on veut entendre, peut-être qu'on peut aussi voir ce qu'on peut voir et voir de plus en plus des corps des humains dans les robots. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est pas vraiment une question de recherche, c'est plutôt une question d'application sociétale ou de marché. Et moi, je pense qu'il y a un marché pour ça, mais c'est une question pour laquelle je me sens vraiment pas très compétente. Mais est-ce que vous pensez que la voix, si on parle de langage justement humain, langage de machine, qu'est-ce que vous pensez des réactions des gens qui disent la voix, là, c'est vraiment humain et c'est vraiment créer un rapport à la machine, ça va encourager ces rapports de projection ou ces rapports affectifs ? Oui, la voix, c'est déjà quelque chose qui permet de nous identifier. Et on a l'habitude du téléphone, on a l'habitude de faire l'abstraction de la personne en chair et en os. Et à partir de la voix, connecter la voix à la personne elle-même. Donc ça, c'est un lien très fort dont on a l'habitude depuis des générations déjà. Et du coup, c'est facile d'exploiter cette tendance. Je veux dire, c'est facile d'exploiter la solitude des gens pour leur faire gober qu'ils ont des amis imaginaires. La solitude n'est pas juste, c'est vrai qu'effectivement, puisqu'on a l'habitude, quand on entend une voix au téléphone, de la connecter dans notre esprit, dans nos rapports avec une personne, quand elle sort peut-être d'un Et robot... la voix, c'est le souffle, souffle coloré, quoi.
Et le souffle, c'est la vie. Donc c'est quelque chose de très fort. Cela dit, par rapport au film Her, on est quand même très très loin de ses performances. Oui, parce que c'est pas juste la voix dans je le film. Je n'ai pas vu le film, je suis très mauvaise c'est pas juste la voix, c'est le dialogue, c'est le contenu. Et justement, c'est l'adaptabilité en termes de contenu. Oui, puis l'idée qu'il y a une vraie personnalité avec des goûts, ce genre de choses. Ce qui peut donner l'impression que la machine communique, c'est le fait qu'elle passe par l'écrit, par l'oral, mais aussi qu'elle réponde, qu'elle ait l'air de comprendre ce qu'on lui dit. J'ai demandé à mes invités si on pouvait parler de compréhension des machines. Si on utilise le mot « comprendre », il ne faut pas justement le comprendre comme nous, on a l'habitude. D'accord. Qu'est-ce que c'est une compréhension d'une machine alors ? Oui, déjà la compréhension, notre compréhension, la compréhension d'une machine, en fait, ça correspond à une activation d'une partie de choses qu'elle a mémorisées. Et voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas capable de faire des inférences. Par exemple, tu demandes la température, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, la température à Paris, la machine te donne la température, c'est une info qu'elle trouve. Mais elle ne sait pas ce que ça veut dire, si ça veut dire de mettre un pull, si ça veut dire qu'il faut prendre un parapluie, si ça veut dire que tu vas pouvoir bouffer en terrasse. Toutes ces inférences que nous, on fait naturellement sans s'en rendre compte, évidemment, n'ont aucun sens pour la machine. Elle te donne une info qui est totalement déconnectée de toutes les autres infos qui, pour nous, sont complètement connectées. C'est sûr qu'elle ne fait pas d'inférence parce qu'il y avait des machines, là, il y avait une machine Ecolook qui était censée être un coach stylistique qui te prend en photo avec tes habits et elle te dit quels sont ceux qui te vont le mieux. Tu vois, ça donne aussi l'impression que ça peut faire un jugement subjectif, avec aussi, bien sûr, elle te propose d'autres habits qui ressemblent sur Amazon que tu peux acheter, bien parce qu'il y a aussi cette question-là derrière. Mais tu vois, là, on a l'impression que pour le coup, il y a une sorte de pas juste de description, pas juste de réponse à une question, mais de jugement. C'est pas vraiment une inférence, mais... C'est peut-être que ce qui est important en termes de communication vers le grand public, c'est d'expliquer comment fonctionnent ces machines et casser cette illusion. Oui, parce qu'encore une fois, il y a eu des programmations derrière. Et dès qu'il y a la question du jugement, il y a la question aussi du jugement des personnes qui ont programmé la machine. Notamment, il y avait eu un scandale parce que il y avait un programme d'intelligence artificielle qui était devenu un jury d'un concours de beauté. Et il avait éliminé des candidats noirs, notamment sans doute parce que dans toutes les images qu'on lui avait proposées pour l'entraîner à identifier la beauté, il y avait... peu de personnes, voire pas de personnes qui avaient la peau noire. Donc là, on retrouve aussi d'autres biais derrière, un jugement humain, mais derrière la machine, avant la machine peut-être. Les machines ne sont capables que de réagir par rapport à ce qu'elles ont eu comme données en entrée. Et donc, il y a tout dépend de la vie qui nous composent, disons, ou qui font partie de notre fonctionnement du cerveau et ce qui est important pour nous, que la machine n'a pas du tout. Elle n'a que, et c'est pour ça qu'on nous incite à laisser des traces numériques tout le temps maintenant, pour que les machines puissent devenir, entre guillemets, de plus en plus intelligentes, pour qu'elles puissent capter tout ce qu'on fait dans la vie. En fait, en donnant nos données aux machines, on les entraîne, on augmente juste les inférences. Mais ce sera toujours que des choses, des traces numériques qu'on laisse. Mais on fait beaucoup plus de choses que juste... mais la machine raisonne là-dessus. Mais il y a le reste qui échappe. Mais elle raisonne très bien là-dessus. Elle peut très bien combiner quand même de la voix avec des images, avec des connaissances par ailleurs et faire du coup des choses très compliquées. Mais il faut quand même que nous, en tant que développeurs ou concepteurs, on dise on veut qu'il y ait des applications qui fassent ça, et on met tout ça ensemble. En tout cas, les outils d'intelligence artificielle qui existent maintenant sont très puissants, les machines sont puissantes, donc on va vers des choses qu'on n'imagine même pas. Ça pose des questions de responsabilité sociale. On va en parler, mais Yafra, il me semble que tu voulais dire quelque chose, non Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est qu'en fait, au final, on dit machine, mais la machine, elle reproduit, elle nous donne ce qu'on lui a programmé. En fait, elle exécute, on va dire, un programme. Et il est vrai que là, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de, pas dénoncer, mais en fait, on va être plutôt dans une approche critique par rapport aux algorithmes qui reproduisent nos biais, donc nos biais sexistes, racistes et autres. Et donc, je comprends parfaitement l'anecdote de
du concours de beauté, parce qu'effectivement, la machine, enfin, c'est pas elle, c'est juste le programme qu'on lui a donné, et donc ça interroge donc le travail qu'on fait en amont. Du coup, notre positionnement épistémologique, c'est de dire bon, alors nous, notre base de données, enfin, où on se situe, voilà, quelle est, pareil que pour le sketch tout à l'heure, est-ce qu'il y a une norme pour un parler, est-ce qu'il y a une norme de la beauté, est-ce qu'il y a une norme, c'est aussi ça, c'est que la machine toute seule, elle pourra pas, enfin, la pauvre, elle exécute un programme, mais c'est à nous, humains, en tout cas développeurs, programmeurs et autres, de faire ce travail en amont pour éviter justement après les biais. Voilà. Mais là, je dirais, c'est pas vraiment le programme, parce que ça voudrait dire que les programmeurs, ils pourraient être sexistes, racistes. Non, c'est pas ça. C'est plutôt les données. Oui. Les données qu'on prend en entrée et les programmes les utilisent. Et peut-être qu'il faudrait avoir des exigences sur les données pour qu'elles soient équilibrées d'une certaine manière. Mais ça va probablement venir. Mais comme on est quand même encore en pleine ébullition, on prend tout ce qu'on a et... Est-ce qu'elles ne reproduisent pas forcément un ordre dominant, parce qu'on en parlait sur la question déjà des langues dominantes, des langues et aussi des modes de vie, des cultures, parce que là, ces langues-là, par exemple, elles sont liées aussi à des humains qui les pratiquent et qui s'en servent dans certaines conditions. Donc forcément, c'est là qu'il y aura le plus grand nombre de données, et forcément, c'est ça qui va être reproduit et entretenu. C'est pour ça qu'on parle du digital divide, ou comment ça s'appelle, la fracture numérique. Ouais. Il y a une question qu'on ne peut pas esquiver, celle de la responsabilité civique et politique des chercheuses et des chercheurs, celle de leur participation ou non à des débats de société sur les rôles, les places et les limites des machines. On en a discuté. On a deux sortes de discours, hein. Soit les technophiles et technophobes, enfin, le vieux débat, et du coup, soit c'est les machines, oh là là, au secours, ils vont nous remplacer, hein, on va tous mourir, et voilà. Soit, au secours, c'est génial, les machines vont nous faciliter la vie, je sais pas, on va vivre éternellement. Alors, c'est ni l'un ni l'autre, parce que, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et ce serait bon de rester beaucoup plus nuancé par rapport à l'usage qu'on fait des machines, parce qu'en fait, les machines, c'est nous, hein, derrière. Donc, il y a l'humain derrière, et la machine, enfin, c'est une forme de collaboration, hein, humain-machine, c'est pas uniquement les machines. Donc voilà, moi je participerai pas si vraiment on me dit ou on me dicte de prendre une posture alarmiste, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est les technophobes, à un moment aussi, faut arrêter, quoi. Oui, en fait, souvent, la recherche, quand on nous pose des questions comme ça, c'est souvent très simple. En fait, on a toujours ce problème avec les débats publics. On nous pose des questions en termes dichotomiques, pour ou contre, oui ou non. Et la réponse de la recherche, c'est à peu près toujours la même. Ni l'un ni l'autre, ça dépend. La question est mal posée. Et on explose une grande question en 50 000 questions précises. Et on répond aux 50 000 questions précises de façon précise. Et évidemment, à la fin, ça fait ni oui ni non, parce que la question trop générale n'a pas de réponse précise. Parce que la vision, elle n'est pas binaire. On ne peut pas prendre... Mais on peut déjà diviser, si c'est pour la science, oui, aux machines, mais vraiment, parce qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant du tout. Donc, c'est des outils extraordinaires. Après, il y a plein de champs de la société où c'est aussi des outils extraordinaires. En médecine, vraiment, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Des gens qui sont bloqués dans des fauteuils, qui ne peuvent plus bouger, qui ont le monde avec eux parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les machines. C'est formidable. Après, il y a des questions qui sont pas de science ou de médecine, mais de société de manière générale, ou de démocratie ou autre. Il faut être un peu alarmé, parce que on peut faire des très mauvais usages, mais ça, c'est toujours en science. On peut faire des mauvais usages avec tout ce qui a une certaine puissance. Et ces machines ont une puissance indéniable. Et on en parlait avant l'émission. Moi, je me permets de le redire parce que je pense que c'était une discussion intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas des fois une contradiction entre la posture de la chercheuse ou du chercheur qui a envie que la connaissance augmente et donc qui ne veut pas de limite dans son champ de recherche, et des fois aussi une position plus citoyenne, plus politique, qui voit des nécessités de limites? Moi, je pense, mais ça c'est ma conviction personnelle, c'est que le chercheur, pour faire son travail de recherche, il ne faut pas qu'il se mette
de limites. Bon, après, il y a peut-être quand même quelques limites, mais enfin bon, il faut aller le plus loin possible. On ne peut pas être juge et partie, je pense, dans cette histoire. Et donc, le chercheur, il avance. Après, c'est aux autres de lui dire stop, de lui interdire des choses. Mais après, ça c'est un peu radical comme posture. Peut-être que j'exagère exprès parce que j'entends trop de choses dans l'autre sens. Du coup, j'exagère dans ce sens-là. Et pour avancer les connaissances, il faut aller de l'avant. Le reste, ça marche pas. Mais après, c'est aux autres, à la société, où on fait des comités où les chercheurs parlent avec d'autres pour vraiment que la société soit consciente des dangers et que la société réagisse. Mais on ne peut pas charger le pauvre chercheur qui déjà, il est déjà débordé. Le chercheur est dans la société aussi, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, il faut échanger. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui sont hyper efficaces à la fois en recherche et pour faire des bonnes règles pour la société, pour l'éthique. Et c'est tant mieux. Je dis pas, il faut pas le faire, mais il faut pas l'attendre parce que il est juge et partie et peu de gens sont capables d'être à la fois bons dans les deux domaines. Il faut pas compter uniquement sur la conscience politique des chercheurs et chercheuses. Ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui compte sur ça dans la vie. Mais... Parce que typiquement, voyons un cas précis, on parlait des données. Est-ce qu'à des moments, quand les chercheurs, chercheuses voient comment sont utilisées les données par rapport à ce qui est dit dans les discours publicitaires de certaines entreprises, est-ce qu'à des moments, c'est pas un devoir d'alerte en quelque sorte de dire non, nous on voit que c'est utilisé comme ça? Alors, il y a deux questions là. Parce que la première, c'était plutôt par rapport à notre activité de recherche et autant que chercheur ou chercheuse, est-ce que nous, on doit de tout récupérer et sans se soucier du côté éthique. Et moi, je pense, de ma pratique, je plaide pour en tout cas une pratique éthique responsable en termes de données. Parce que, notamment en sciences humaines et sociales, pour moi, on travaille sur des données personnelles. Enfin, en tout cas, moi, je travaille sur des historiques WhatsApp, par exemple, et je sais que je peux pas, par exemple, prendre mes propres historiques avec des gens avec qui j'ai discuté et de les analyser. Il y a une démarche quand même avec le consentement éclairé et tout. Et heureusement, on a des juristes, et à la CNIL, c'est cadré. En tout cas, tu peux préciser comment tu as eu tes corpus de thèse? Parce qu'il y a des gens, si j'ai bien compris, toi tu travailles sur WhatsApp, qui t'ont donné tous leurs historiques WhatsApp, mais ils ont confiance quand même, parce que... Alors oui, parce que moi j'ai fait une annonce, c'était la collecte pour le corpus et c'était un appel à la participation. Donc c'était la posture même de demande de corpus, c'était pas donnez-moi vos données, je vais moi chercheuse qui a le savoir, la science infuse, je vais analyser vos données. En fait, c'était plutôt une participation, venez on participe ensemble et donc moi avec en cours de ma recherche doctorale et vous avec vos historiques mais aussi vos retours d'expérience et parce que est-ce qu'on peut comprendre un petit peu la dynamique des conversations WhatsApp, de l'usage qu'on fait des applications mobiles. Et les gens, dès qu'ils se sentent concernés, en fait, ils sont beaucoup plus... en fait, c'est vraiment cette posture-là. C'est pas la relation verticale de moi chercheuse et vous... pauvres citoyens lambda, c'était plutôt non, on collabore ensemble et évidemment ils avaient le droit de regard si jamais ils voulaient vraiment lire ma thèse après et tout. Et j'étais surprise parce que je m'attendais à des réticences, mais en fait j'ai des personnes que je connais vraiment pas et qui m'ont envoyé donc leur historique et des photos et des messages vocaux et c'était c'est génial, on a hâte de lire ça et oui, alors moi si j'utilise WhatsApp c'est plutôt avec mes parents parce que moi j'habite au Québec et que eux c'est cher de... Et en fait j'ai apprécié parce que non seulement ils me donnaient leur historique, mais aussi ils commentaient un petit peu leur... donc il y avait vraiment cette activité. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils t'ont donné tous ces corpus parce que tu as créé un cadre collaboratif qui faisait qu'ils étaient en confiance, ou est-ce que parce que quand on a sur notre ordinateur à accepter les cookies, on clique dessus parce que c'est plus commode, tu vois? Non, je pense qu'il y a vraiment, parce que là, en plus, ils enseignaient un consentement éclairé, moi, donc j'ai fait les choses dans les normes, et ils voyaient que, en fait, il y avait dans le consentement, c'était qu'aucune donnée personnelle n'allait être publiée, n'allait être toutes les photos, tout le numéro de téléphone et autres, ils allaient être anonymisés. Et donc, j'étais seule responsable. Donc, pour le coup, c'était aussi... je pouvais pas montrer ces historiques-là, même à mon directeur de thèse. Donc, c'était vraiment... Ouais.
cadré. Encore une clause de confidentialité. Une clause de confidentialité, oui. Donc je veux juste rajouter, parce que comme j'étais un peu radicale tout à l'heure, évidemment, il faut faire la recherche dans les normes et suivre les procédures et anonymiser les données, etc. Mais je pense que, comme principe général, on ne peut pas attendre d'un chercheur qu'il se donne des limites, lui, quand il a une question scientifique. Mais je pense que c'est une vraie tension. Qui veut avancer. C'est une Par vraie tension. contre, après, à mon avis, il faut vraiment un débat avec des gens qui représentent beaucoup plus la société sans avoir l'intérêt du chercheur dans la recherche, et qu'il y a un échange entre ces deux milieux, et à partir de là qu'on élabore ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc qu'il y ait des limites, bien sûr, mais c'est pas le chercheur lui-même qui doit se mettre les limites. C'est ça. Et puis que je les pense. limites, elles sont peut-être pas tellement. Enfin, il y a la question de la science et de la science qu'on veut faire avancer, mais là, quand on dit le chercheur et la société, on sait bien aussi qu'il y a les forces économiques, justement, les forces économiques des entreprises, des GAFA, etc., qui ont aussi une logique propre. C'est pas juste le chercheur et le reste. C'est pas juste la logique du chercheur qui peut-être même le chercheur, il peut avoir une logique économique derrière. Oui, il y a des chercheurs aussi qui s'intéressent parce que ça pourrait faire un marché intéressant. Et c'est tout à fait. C'est aussi pour qui on travaille. louable. Il y a aussi pour qui on travaille. On travaille pas forcément. On peut travailler bien sûr pour des GAFA. Dans cet épisode, nous sommes partis de la question suivante. Les machines peuvent-elles parler, dialoguer, communiquer ? Nous avons vu que dans la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, la machine peut retranscrire des sons à l'écrit et produire des sons à l'oral. Mais on ne peut pas dire qu'elle parle, car elle ne comprend pas ni ce qu'elle dit, ni ce que nous disons, elle applique des règles. Mais nous humains, quand nous sommes en interaction avec les machines, même en sachant qu'il s'agit de simples logiciels d'ordinateur, nous avons tendance à les anthropomorphiser, à leur donner un comportement humain. On leur applique nos routines de communication, on leur parle comme à des enfants, on peut entendre leur voix et les imaginer, les fantasmer en personne. L'expérience de la communication avec une machine dépasse souvent l'expérience d'une simple utilisation de logiciels. On est piégé par la métaphore de la machine qui parle et de la machine qui comprend. Mais il faut noter que nous n'avons pas le même degré d'aisance vis-à-vis des machines. Parmi nous, certaines et certains sont très à l'aise avec ces technologies et arrivent à en tirer un grand profit, d'autres sont perdus. L'INSEE, Institut officiel de statistique en France, parle de 17% de personnes qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire d'incapacité à utiliser les outils numériques. On parle aussi d'illettrisme électronique. À l'heure où le numérique s'étend partout, où tout est de plus en plus dématérialisé, c'est un vrai problème citoyen et politique. On l'a vu avec le confinement, mais le problème excède la situation particulière de pandémie. Je vous renvoie à l'article de Julien Brigaud dans Le Monde diplomatique d'août 2019 sur les millions d'oubliés du tout numérique. Et pour finir, précisons qu'on peut parfois maîtriser parfaitement les technologies numériques, celles qui permettent de gagner beaucoup de temps, et préférer néanmoins s'en passer pour éviter le cortège d'erreurs ou d'imperfections qu'elles apportent. C'est le cas d'Adel Itel El Madani, notre technicien son, grâce à qui ce podcast a une si bonne qualité acoustique. Du coup, nettoyer les voix, ça peut vouloir dire plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs nettoyages. Le premier nettoyage, c'est le nettoyage de ce que je viens de faire, donc le nettoyage de toutes les hésitations, de tous les « des silences un peu trop longs, etc. Du coup, comme ça, on se retrouve avec une base qui est exploitable. Et donc ensuite, le deuxième nettoyage, ça va être le nettoyage des bruits de bouche et le nettoyage des respirations, etc. Alors du coup, en mixage, on utilise ce qu'on appelle des plugins, donc c'est des effets dans notre logiciel de mixage. Donc du coup, il y a certains plugins, donc certains effets, qui peuvent nous permettre d'atténuer le souffle, de baisser les respirations automatiquement et d'enlever les bruits de bouche. Et donc en fait, comment ça marche ? C'est que les développeurs de ces plugins, de ces effets, ils leur ont fait apprendre ce que c'était un bruit de bouche, je pense. C'est qu'un bruit de bouche, c'est ou un clic qu'on entend dans les vinyles ou des artefacts numériques. C'est un pic d'énergie très bref qui se situe dans les fréquences genre au médium ou aigu. Et donc du coup, ils leur ont fait apprendre ça. Dans nos plugins, nous, après, on a le choix entre les différents clics qu'on veut enlever, donc soit des bruits de bouche, soit des clics de vinyle, soit plein d'artefacts, etc.
Et donc après, le plugin, l'effet, automatiquement, une fois qu'on aura saisi ça, lui, il va les enlever sur notre piste audio. Mais le problème, c'est que le plugin, il réfléchit pas, il applique de manière systématique. Donc du coup, il peut pas faire la différence entre les clics qu'il doit enlever et les impulsions très brèves qu'il ne doit pas enlever, comme les peu, les que, les te, de tout ce qu'on appelle les plosives. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps, mais on s'est aperçu avec Solène et Quentin que c'était pas forcément pertinent de l'utiliser à chaque fois parce qu'on perdait en qualité sonore. Voilà, c'est terminé pour ce premier volet de l'épisode de Parler comme jamais sur le numérique. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, conçu en partenariat avec les éditions Le Robert, présenté et créé par Laëlia Véron, avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Ce podcast a été enregistré et monté par Adèle Itel Elmadeni. Et c'est notre dernier épisode, vraiment le dernier, pas le dernier avant le prochain. Mais rassurez-vous, il y a un deuxième volet en pratique, comme d'habitude, que vous pourrez écouter. Et en octobre 2021, on sortira avec Maria Candéa un livre autour du podcast qui s'appellera, sans surprise, Parler comme jamais.